Publication des numéros pour dénoncer le cas d'abus perpétrés par des juges. C'était ce mardi lors de la cérémonie de remise de la brochure de la loi sur la traite des personnes. Après la gratuité de l'enseignement de base vient celle de la maternité. Ce projet entre dans le cadre de la couverture santé universelle visant l'amélioration de la qualité de soins de santé. Le Comité national des 9e Jeux de la francophonie n'a détourné aucun rang des fonds alloués à l'organisation de cet événement à Kinshasa. Affirmation de l'inspecteur général chef de service de l'IGF à l'issue d'une séance de travail avec le dit comité sur le sujet. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. C'est un fait historique pour la République démocratique du Congo. Environ 5 ans après le lancement de la gratuité de l'enseignement de base, Félix Tshisekedi a de nouveau rendu gratuit l'accouchement et les soins des nouveaux nés ce mardi au cours d'une cérémonie organisée à l'hôpital militaire du camp colonel Tchétchi dans la commune de Ngaliema. Ce projet, qui entre dans le cadre de la couverture santé universelle, vise l'amélioration de la qualité de soins de santé. C'est une grande réforme du quinquennat de Félix Tshisekedi après la gratuité de l'enseignement primaire lancée le 2 septembre 2019. Il s'agit de la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle qui marque un tournant majeur pour le chef de l'État qui s'est lancé dans les grands chantiers à quelques mois de la fin de son premier mandat. Pour le président de la République, la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né lancés ce mardi vise l'amélioration de la qualité de soins de santé en République démocratique du Congo. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Et au ministre de la Santé, Roger Kamba, de remercier Félix Tshisekedi pour le lancement de ces projets qui va contribuer à réduire la mortalité maternelle. Après la cérémonie du lancement, le chef de l'État a visité la maternité de ce complexe médical où il a félicité les femmes qui ont accouché et bercé le nouveau-né. En fait, le premier volet de la couverture santé universelle, grandissant la gratuité de soins pour la maternité et le nouveau-né jusqu'à 1 mois, concerne dans sa première phase la ville de Kinshasa et cela à compter de ce mercredi 6 septembre 2023 selon les conseils nationaux de la couverture santé universelle avant les déploiements ultérieurs sur l'ensemble du territoire national. Au total, 3/4 d'hôpitaux pilotes de Kinshasa vont accueillir des femmes enceintes pour l'accouchement et des consultations prénatales et post-natales. C'est de noter qu'en République démocratique du Congo, les prix d'accouchement varient selon les structures de santé publiques comme privées. Dans les moins chers, il faut compter entre 50 et 100 $ pour une naissance sans complications et plus de 300 $ pour une césarienne. La plupart du temps, la tarification s'est faite à l'acte. Les familles doivent donc payer pour les interventions médicales, les matériels et les médicaments utilisés dans un pays où 64% de la population, soit près de 60 millions de personnes, Jeu de la francophonie n'a détourné aucun rang des fonds alloués à l'organisation de cet événement à Kinshasa. C'est ce qu'a affirmé ce mardi l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, à l'issue d'une séance de travail avec le dit comité. Cette affirmation vient couper court à d'autres rumeurs faisant état d'une prétendue malversation financière dont aurait fait preuve le comité national. Bien avant, l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, s'était entretenu avec une délégation des sénateurs et députés de la République française, venus s'enquérir de la réalité de la lutte contre le détournement des deniers publics, entre autres. Conduite par la vice-présidente du Sénat français qu'accompagnait le ministre des Hydrocarbures en tant qu'interface du gouvernement congolais, cette mission est venue s'enquérir de la réalité de la lutte contre les détournements des deniers publics et la corruption que mène l'inspection générale de finances sous la houlette du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi depuis son avènement au pouvoir en 2019.
Au cours de ces discussions, la direction de l'inspection générale de finances RDC a présenté un tableau éloquent des réalisations de la RDC en matière de la répression des antivaleurs dans la gestion publique. Nous avions présenté l'état des lieux de la corruption et des détournements en 2020 quand ce travail a commencé, quand le chef de l'État a donné des instructions, les stratégies en place, les missions accomplies et les résultats réalisés à ce jour. Et nous avons également donné les perspectives d'avenir. Qu'est-ce que l'inspection générale des finances compte faire sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour continuer ce travail de lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Le chef de la délégation française, Bruno Fischer, a loué à son tour cette initiative. Je dois dire que si un pays veut évoluer vers l'attractivité d'investisseurs, il doit avoir des politiques publiques claires, il doit avoir des politiques fiscales claires, il doit avoir une sécurité juridique et fiscale claire. En séjour à Kinshasa, les 8 parlementaires français ont été visités, le ministère des hydrocarbures, les parlements congolais, la centrale électorale et l'inspection générale des finances. La loi sur la traite des personnes en RDC doit être de stricte application. L'appel est du procureur général près la Cour de cassation lors de la cérémonie de remise aux magistrats de la brochure de cette loi ce mardi à Kinshasa. À cette même occasion, il a publié les numéros par lesquels la population pourra désormais dénoncer les cas d'abus perpétrés par des juges. Il s'agit donc de la loi numéro 22/067 du 26 décembre 2022. Cette loi portant prévention et répression de la traite des personnes en RDC, promulguée par le chef de l'État en décembre 2022, proscrit l'esclavage, les pratiques analogues, ainsi que le traitement cruel, inhumain et le travail forcé. Cette cérémonie a été l'occasion pour le procureur général près la Cour de cassation d'exhorter les magistrats à la stricte application de cette loi. J'exhorte donc les chefs d'office que vous êtes pour que cette loi puisse être d'une application stricte, rigide, à la dimension de la gravité des faits qui sont repris dans cette loi. Afin de s'assurer de l'exécution de la loi, le procureur général, près la Cour de cassation, a livré une série de numéros mis à la disposition de la population pour dénoncer les cas d'abus perpétrés par des magistrats véreux. Il y a 3 numéros verts que nous vous livrons ces jours, pas verts mais 3 numéros mis à la disposition du commun des mortels pour pouvoir atteindre en temps réel le procureur général près la Cour de cassation et lui permettre de réagir en temps réel aussi contre certaines mésaventures. Ensuite, s'en est suivi la remise symbolique de la brochure contenant la dite loi. Le cadre normatif et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes, publié, place à la vulgarisation de cette loi élaborée grâce à un partenariat agissant du gouvernement américain et l'Organisation internationale de migration avec la collaboration de l'USAID. Les entrepreneurs œuvrant dans la sous-traitance en province du Kassa oriental sont allés à la rencontre du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Objectif, lui faire savoir leur reconnaissance par rapport à son combat en leur faveur, puis lui expliquer les difficultés qu'ils éprouvent jusqu'ici. Ce collectif qui réunit en son sein différents entrepreneurs sous-traitants évoluant dans le Grand Kasaï est venu à la rencontre du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé pour lui témoigner leur reconnaissance par rapport au travail remarquable que l'honorable Miguel Cachal abat, dont l'impact se fait déjà sentir au centre du pays. C'était pour présenter nos civilités et aussi remercier les DG du fait que nous a fait participer à la vision de la RESP par rapport au projet de développement dans le Grand Kasaï, où la RESP est en train de nous assister, de nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Nous nous réjouissons du fait que maintenant, avant on évoluait en ordre dispersé, mais il est en train de nous organiser et cette impulsion va nous aider à mieux actionner les actions que nous allons poser sur le terrain. Maintenant, nous avons des autorisations et une couverture nationale qui nous permet d'être structurés, voir l'interface qui est en face de nous, c'est-à-dire les structures qui exploitent nos minéraux, mais qui n'ont pas le droit d'aller sur le terrain pour exécuter les différents travaux à caractère social. Mais à ce moment, grâce à l'ASP,
nous avons des attestations qui nous donnent l'autorité. Ils ont par la même occasion énuméré un certain nombre de difficultés qui s'érigent en obstacles dans leur travail de sous-traitants, tout en sollicitant l'accompagnement du DG de la RSP pour qu'ils portent leurs doléances, notamment auprès des structures qui sont dans les circuits de gestion des finances des projets exécutés par les sous-traitants congolais. En outre, le directeur général de l'RSP, Miguel Kechal, a échangé avec le ministre de l'Industrie pour porter la voix des sous-traités auprès de ce dernier, le but étant de matérialiser, à l'en croire, la vision du chef de l'État sur l'industrie au Congo en valorisant les entrepreneurs locaux. C'était une très bonne réunion, discussion que nous avons eue avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu les chefs de l'État qui étaient à Maluku dans la zone industrielle afin de pouvoir encourager l'industrie locale. Et vous voyez que les chefs de l'État fait de l'économie de notre pays son cheval de bataille. Nous avons échangé premièrement sur les industries qui vendent aux sociétés principales. Entre autres, il y a les sociétés qui produisent des big bags ici en République démocratique du Congo. Il y a des sociétés qui produisent HDP Pipe, des tuyauteries, qui sont produits en République démocratique du Congo. Sur leur cotation, ils ajoutent la TVA. Ce qui fait que d'office, ils deviennent un peu chers par rapport aux sociétés étrangères parce que les sociétés étrangères facturent en DAP. Et lorsqu'ils facturent en DAP, il n'y a pas la TVA. Ce qui fait que deux fois, les sociétés principales pensent que les industries ici en RDC sont chères par rapport aux sociétés étrangères. La deuxième préoccupation. Affaire 120 tonnes de cathodes de cuivre, le général Giyanga Mouta Smith, victime expiatoire au miroir du dysfonctionnement de la justice. Tel est l'intitulé de la mise au point du panel des experts de la société civile réunis lundi au centre culturel du collège Boto. Le dossier du prétendu vol de 120 tonnes de cathodes du cuivre appartenant à la société Tengue Fongoro Mining n'a pas laissé indifférent les panels des experts de la société civile qui s'est décidé de faire le point. Dans une déclaration publique, le panel des experts de la société civile dit apprendre avec stupéfaction l'interception et la disparition subséquente il y a quelques semaines dans le Haut-Katanga des camions contenant cette quantité de tonnes et regrette par la même occasion que parmi les présumés cités, seul le commandant de la 22e région militaire reste détenu à la DEMIAP. Comme gardien de valeurs citoyennes, le panel des experts de la société civile fait observer à l'opinion nationale et internationale que parmi les présumés auteurs de ces forfaits, l'on cite certaines personnalités. Par ailleurs, le panel regrette le fait que seul le commandant de la 22e région militaire à la personne de Gihanga Mouta Smith soit détenu dans les installations de l'état-major général des renseignements militaires des FARDC, ex-DEMIAP, pendant que les deux autres ne sont pas inquiétés et continuent à vaquer librement à leurs occupations. Le panel des experts de la société civile condamne ce traitement partial et l'usage excessif des services de renseignement qui mettent en mal l'état de droit prôné par les chefs de l'État, mais aussi et surtout, face à ces cas, qu'on puisse conclure à un instrument de stigmatisation communautaire. En outre, le panel des experts de la société civile exige que la DEMIAP se dessaisisse du dossier pour permettre aux détenus de bénéficier d'une justice équitable. Signature d'un protocole d'accord le 4 septembre entre l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration et l'entreprise China Civil Engineering Construction Corporation. C'est pour promouvoir la réhabilitation, mieux la construction des chemins de fer à travers la RDC pour résoudre les problèmes de transport ferroviaire et contribuer au développement du pays. C'est un début dans les couronnements des contacts entrepris par le DG Freddy Chembo alors qu'il accompagnait le président Félix-Antoine Tshisekedi lors de son récent voyage officiel en Chine. Un mémorandum d'entente signé entre l'Agence des pilotages, des coordinations et des suivis des conventions des collaborations et l'entreprise CCECC
spécialisée dans la construction des routes et chemins de fer, avec pour objectif de permettre au gouvernement de la République, à travers le ministère des Transports, voies des communications et des enclavements, et la CNCC, à relever le défi dans les secteurs du chemin de fer. Nous avons rencontré la société CCECC au RDC, avec laquelle nous venons de signer un protocole d'accord pour la construction et la réhabilitation du chemin de fer pouvant aller de Sakanya à Ilebo. Avec ces protocoles d'accord, l'AP, CSC et CCECC entendent tirer le meilleur parti de l'expertise des deux parties prenantes, notamment en matière d'échange d'informations sur les plans techniques et technologiques en vue d'aboutir à cette fin. On commencera de communiquer pour les détails et pour le planning plus concret et réaliser notre planning plus rapide et plus efficace. Avec la conclusion de cet accord, ces deux entreprises travailleront de concert pour donner un nouvel élan à la résolution du problème des transports ferroviaires et contribuer au développement du pays. La direction de l'Office congolais de contrôle au Katanga a procédé à la cérémonie de remise reprise. Le nouveau directeur provincial de cette entité étatique, Freddy Ngumoja, a pris le fauteuil entre les mains du directeur provincial intérimaire Thierry Kabambi. Succédant le feu Camille Ngwanda, ex-directeur provincial de l'Office congolais de contrôle, le nouveau directeur provincial de cette entité étatique, Freddy Ngumoja, a procédé le mercredi 30 août 2023 à la cérémonie de reprise de son fauteuil par la remise du directeur provincial intérimaire Thierry Kabambi. Vu la nécessité de cette séance, c'est le chef de département administratif adjoint venu de Kinshasa qui a présidé la cérémonie en présence de cadres et agents de cette entité réunis dans la salle de réunion. Après la lecture du procès-verbal, le nouveau patron de l'OCC Katanga a été investi sous les ovations nourries de l'assistance. Freddy Ngumoja a exhorté les cadres et agents de redoubler les efforts afin que le résultat de la meilleure production soit palpable. Nous félicitons le travail qu'il est tenté d'abattre au sein de notre direction. Et voilà, aujourd'hui, la direction générale a permis à ce que nous soyons le 9e directeur provincial de cette direction. Et je peux vous rassurer ma franche collaboration, l'amour, la sincérité, au chef de division et chef d'agence. Grâce à son esprit altruiste, les fonctionnaires de l'Office congolais de contrôle Katanga s'effrontent déjà le main, car ils estiment une bonne collaboration avec leur nouveau chef pour redorer encore le métier des inspecteurs de conformité. Au collège La Bonté 1, 2 ainsi que la maternelle, la rentrée scolaire a été effective. Occasion pour les initiateurs, le couple Bonté et Anne-Marie Amissi, de faire le tour de ces trois établissements scolaires afin d'appeler les élèves à la prise de conscience dans leurs études. Lundi 4 septembre, nous sommes au collège La Bonté 2, qui est à sa première année d'existence et première rentrée scolaire. Élève en bleu-blanc, écrit à la main pour les enseignants. Dans l'administration, chacun est à son poste. Premier rassemblement de la cour, hymne national entonné sous un drapeau flottant, confirmant ainsi l'effectivité de la rentrée scolaire. Pas de temps à perdre, les premières heures sont à prendre en compte ici au collège La Bonté 2. Tout le monde est déjà au travail, en commençant par la maternelle. Même chose au secondaire, c'est donc les choses sérieuses qui commencent. Eric Landou est coordonnateur des écoles La Bonté, où il supervise et se rassure des conditions d'études dans les salles de classe et suit de plus près les moindres gestes pour leur première année au collège La Bonté 2, où les élèves se disent déjà être fiers. Les enseignants envisagent déjà le meilleur pour leurs élèves. Cérémonie similaire au collège La Bonté 1, ici les couples promoteurs, Bonté Amissi et Anne-Marie Amissi, se sont personnellement déplacés pour se rassurer de l'effectivité de cette rentrée scolaire. De la maternelle aux humanités, le couple est passé au peigne fin toutes les salles de classe et en bon père de famille, Bonté Amissi, en sa qualité de pasteur, a prié pour les élèves de son école et recommandé l'année scolaire entre les mains de Dieu. Anne-Marie Amissi, promotrice du collège La Bonté, a quant à elle lancé ses messages de prise de conscience. Les parents qui traînent encore, on leur demande de faire vite parce que les cours ont commencé aujourd'hui. Quoi de plus normal que de souhaiter bonne chance à tous ces élèves. Bonne chance à tout le monde.
Le gouverneur de la province de Haut-Uélé, Christophe Bassianinanga, a présidé ce mardi à Isiro la première réunion d'évaluation du protocole d'accord inclusif signé avec le patronat et les sociétés civiles pour la mise en œuvre de la taxe conventionnelle spéciale pour la reconstruction de la province. À l'occasion, il a demandé aux partenaires du gouvernement provincial à redoubler d'efforts pour sensibiliser et conscientiser les opérateurs économiques à s'acquitter de leurs engagements vis-à-vis de l'État. Au dernier protocole d'accord sur la perception de la taxe conventionnelle pour la reconstruction de la province. Il s'agit de la remise en liquide de la quote-part destinée à la FEC, FENAPEC et à la société civile dans sa diversité. Au nom du patronat du Haut-Uélé, les vice-présidents saluent le pragmatisme du gouverneur et s'engagent au respect de ces protocoles par tous. La démarche entreprise par les gouvernements provinciaux ainsi que ceux qui sont représentés aujourd'hui comme des partenaires ne violent pas une pratique politique propre à une province qui se soucie de son avenir, qui a besoin d'utiliser les moyens locaux pour sa propre reconstruction. C'est ainsi que comme c'était une partition, aujourd'hui va matérialiser sa signature par l'octroi de cet argent. Même sentiment de satisfaction de la part de la société qui en appelle au patriotisme civique de tous pour l'émergence du Haut-Uélé. Nous sommes satisfaits, mais cette fois-ci je crois que ça démarre très bien. Comme il a été stipulé dans l'accord que chaque fin du mois on devra se rencontrer pour évaluer et également exécuter le thème de l'accord, pour la première fois ça a été très bien. Par cet acte, le souci majeur du gouverneur est de préserver un climat de sérénité en cette période électorale sur l'ensemble de son entité. Au Bandundu, le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale a organisé une série d'ateliers d'imprégnation. Objectif, faire comprendre aux participants l'importance de ce projet. Cet atelier dit des Bandundu a été clôturé par le vice-gouverneur Félicien Kiwaki. Le secrétaire général au développement rural et président du comité de pilotage du PROADER, projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, Elvis Pekiabo, a appelé l'assistance à s'approprier de ce projet pour sa pérennisation. Si j'ai donné quelques exemples des objectifs atteints et envoie des lettres par PROADER, c'est pour vous en appeler à l'appropriation et à la pérennisation de ces acquis. Imprégnez-vous de votre projet en vue d'en assurer un beau suivi. Soyez de vrais protecteurs de ces réalisations. De son côté, Michel Dissonama, chef de projet au PROADER et animateur principal de cet atelier d'imprégnation de Bandundu, a affirmé que les objectifs ont été atteints car les parties prenantes de provinces ciblées par ces projets ont compris maintenant le PROADER et peuvent s'en approprier. Nous avons eu des gens qui sont venus de partout à travers la province. Il y a des administrateurs des territoires, nous avons aussi les chefs de secteur, les différents chefs de division des ministères et la société civile. Donc nous avons atteint cet objectif-là et je sais que maintenant ils comprennent c'est quoi le PROADER et ils comprennent les activités du PROADER. Le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale poursuit comme objectif promouvoir une économie rurale dynamique et prospère. Terminons avec l'église du Saint-Esprit au Congo, de la confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo, qui a procédé dimanche dernier à l'intronisation de la révérende Alida Mouleu Lukanda en qualité d'évêque et première vice-présidente en charge du genre famille enfant. La célébration a eu lieu lors d'un premier culte des prémices au temple situé à l'archevêché général de la commune de Massina. Chants et cantiques de louanges à l'Éternel, telle est l'ambiance de cette cérémonie. Dans son mot de circonstance, le révérend Luka Lamila a indiqué que cette cérémonie d'intronisation est consécutive au synode épiscopal national extraordinaire tenu à Gongo, dans la province du Kwilu en avril dernier. S'en est suivi la biographie de l'heureuse intronisée, lue par le révérend pasteur Kasongoka Senda Jérémie. L'évêque Mambu Kenga Liévin a quant à lui rappelé les 5 lignes maîtresses fondamentales des engagements qu'elle devra professer au ministère et les 7 engagements pris, ainsi que quelques responsabilités bibliques et théologiques. L'évêque, première vice-présidente nationale en charge du genre, famille et enfants de la confession religieuse nationale et la responsabilité de la promotion idéale de l'unité du corps du Christ dans ces pays. Elle doit prendre la responsabilité de veiller sur les intérêts
et la bonne marche des gestions et des institutions de la confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo. D'autres discours consistaient à la lecture des recommandations de la liturgie des célébrations, suivie de l'intronisation épiscopale proprement dite. La Sainte Bible lui a été remise par le révérend Dr Mpongo, directeur général de l'IFEICO, à ses titres d'évêque et première vice-présidente nationale en charge du genre, famille et enfants au sein de la CONEICO et SECO. La révérende Mouleo Lukanda Alida est désormais membre du Conseil national de l'épiscopat. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Publication des numéros pour dénoncer les cas d'abus perpétrés par des juges véreux. C'était ce mardi lors de la cérémonie de remise de la brochure de la loi sur la traite des personnes. Après la gratuité de l'enseignement de base vient celle de la maternité. Ce projet entre dans le cadre de la couverture sanitaire universelle visant l'amélioration de la qualité de soins de santé. Le Comité national des 9e Jeux de la francophonie n'a détourné aucun rang des fonds alloués à l'organisation de cet événement à Kinshasa. Affirmation de l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, à l'issue d'une séance de travail avec le dit comité sur le sujet. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention exigeante. L'actualité continue sur Espace 50. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale de l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle, porte à la connaissance des employeurs en général et au public en particulier que conformément à la loi numéro 015/2002 du 16 octobre 2002, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 016/010 du 15 juillet 2016 portant Code du travail, spécialement en son article 47, au décret numéro 12/003 du 19 janvier 2012, fixant les statuts d'un établissement public dénommé l'Office national de l'emploi et à l'arrêté ministériel numéro 62/CAB/VPM/ETPS/2011 du 22 juillet 2011 fixant la forme, la preuve et les visas du contrat de travail, spécialement en son article 8, les visas des contrats de travail des nationaux et des étrangers est une prérogative exclusive reconnue à l'ONEM. À cet effet, elle invite tous les employeurs au suivi régulier du traitement des dossiers en délai 30 jours ouvrables auprès de services visa des contrats de travail des nationaux et des étrangers de l'ONEM. Fait à Kinshasa le 5 septembre 2023 pour le directeur général Béa Ngombe Fanon.